le support, vous savez comment le lancer? Oui, il nous a dit. Ouais, ok. D'accord, ok. Je prendrai une petite photo. Bon atelier? Ouais, merci. Un, deux. On m'entend bien? Et ici, c'est bon aussi. Super. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour notre atelier sur l'étude de marché, un gage de réussite pour tout projet d'entreprise. Alors, je vais commencer par une petite question. Qui parmi vous a prévu de faire une étude de marché pour lancer son projet, ou bien qui a déjà fait une étude de marché avant de se lancer? Vous pouvez lever la main si ça vous concerne. Ok, ça me permet un peu de savoir, d'avoir une idée de vos projets, de tout ça. Et puis donc le but de cet atelier aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu l'utilité de l'étude de marché, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a dans une étude de marché, et puis à quoi ça sert aussi sur du long terme par rapport à votre projet. Donc je suis Paul, voici Mahogan. Nous sommes conseillers en création et reprise d'entreprise sur la CCI d'Ille-et-Vilaine, sur la délégation de Saint-Malo. Donc, entrons dans le vif du sujet. L'étude de marché, c'est une partie de votre dossier commercial. Alors, je précise, hein, cet atelier sera retransmis sur YouTube. Je vous vois prendre en vidéo ou en photo. Ça, vous l'aurez aussi sur YouTube pour le voir en direct. Donc, c'est une partie de votre dossier commercial. Déjà, pour faire une étude de marché, il faut partir d'un projet, donc un modèle économique qu'on a en tête. Le but d'une étude de marché, c'est de confirmer ou non la viabilité de notre modèle économique. Dans l'étude de marché, il y a plusieurs étapes qu'on va voir par la suite, mais l'étude de marché n'est pas une finalité. Le but, c'est de mettre aussi en place une stratégie sur du moyen, court et long terme, et de mettre en place un mix marketing. On parlera de ça un peu plus en détail par la suite. Donc, vous avez pu voir, donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Vous avez pu voir en première étape sur la slide d'avant qu'il y avait donc en première étape la définition du modèle économique. Il y a un outil qui existe qui est beaucoup utilisé pour justement travailler ce modèle économique, c'est ce qu'on appelle le Business Model Canvas. Et c'est un outil qui a été inventé dans les années 2000 par deux chercheurs, Alexander Osterwalder et Yves Pigneur, qui ont donc mis en place cet outil pour permettre aux entreprises déjà existantes d'innover dans leur modèle économique. Et donc on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément besoin d'innover dans l'offre pour pouvoir avoir un modèle économique innovant, différenciant et disruptif. Et en fait, on s'est aussi aperçu que cet outil était très utile pour les créateurs et les repreneurs d'entreprise parce qu'il permettait de visualiser en une seule page l'ensemble des composantes de l'entreprise, avec au centre la proposition de valeur, à ne pas confondre avec l'offre, puisque la proposition de valeur, il faut l'interpréter un petit peu comme le bénéfice client. Par exemple, si je veux ouvrir un restaurant pour une clientèle de travailleurs du midi, l'offre, ça va être une offre de restauration. Par contre, la proposition de valeur, ça va être de la rapidité de service, ça va être de la proximité, et ça va être du rapport qualité-prix. Et donc l'idée, c'est de partir de cette proposition de valeur-là, et puis d'apporter de la cohérence avec l'ensemble du modèle économique de l'entreprise. Donc au centre, on a le centre répond en fait à une question, c'est le quoi. Qu'est-ce que vous allez proposer et quelles sont vos propositions de valeur? À droite, on va retrouver toute la partie clientèle. À qui ça va s'adresser? Donc, quels sont vos segments de clients? Ça, c'est un point important aussi quand on fait une étude de marché, c'est de définir vos segments de clients. Qu'est-ce qu'un segment de clients? C'est un groupe homogène de clients qui présentent les mêmes caractéristiques. Et c'est très important de segmenter votre clientèle parce que votre offre, vous ne pouvez pas la vendre à tout le monde. Et si vous segmentez bien votre clientèle, vous aurez une offre adaptée, des tarifs adaptés, des moyens de communication et des moyens de distribution qui seront adaptés à ce segment ou ces segments de clients. On a aussi la partie relation client. La relation client, c'est donc toujours dans le bloc de droite, c'est comme son nom l'indique, la relation que vous allez entretenir avec vos clients. Est-ce que vous serez dans une relation plutôt de proximité, un peu communautaire, où vous allez essayer de transformer vos clients en ambassadeurs? Ou alors est-ce que vous allez essayer de mettre de la distance avec vos clients, d'automatiser certaines choses? C'est le cas par exemple pour l'exemple que je vous ai donné à l'instant sur un restaurant qui s'adresse à une clientèle de travailleurs. Si je recherche de la rapidité de service, je peux tout à fait proposer un self-service. Voilà, ça se fait beaucoup aussi. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et là, en 3 minutes, je suis servi, je suis à table et je mange rapidement. Donc toujours dans l'idée d'apporter de la cohérence dans le modèle économique.
la case juste en dessous, on va avoir les canaux de distribution. Et là, on va retrouver plusieurs choses, notamment la manière dont vous allez communiquer sur votre offre et vos propositions de valeur, et puis aussi la manière dont vous allez distribuer votre offre et vos propositions de valeur. Donc ce bloc-là, il répond à la question du « à qui ». À gauche, on va répondre à la question du « comment ». Comment l'entreprise fait. Et donc on va avoir les partenaires clés, les activités clés. Donc les partenaires clés, ça peut être par exemple des prescripteurs, des gens qui vont pouvoir prescrire votre offre. Les activités clés, c'est ce que l'entreprise va faire au quotidien. Les ressources clés, ce sont les ressources indispensables dont l'entreprise ne peut pas se passer. Donc là, ça répond à la question du comment. Et tout en bas, vous allez avoir deux blocs qui vont répondre à la question du combien. Qu'est-ce qui coûte et qu'est-ce qui rapporte? Donc dans les flux de revenus, on peut imaginer plusieurs choses. Ça peut être du paiement comptant, ça peut être du sponsoring, ça peut être un système d'abonnement. Et il existe d'autres modèles de revenus, mais voilà les plus courants. Donc en fait, voilà, cet outil permet de visualiser le projet dans son ensemble. Et si vous avez commencé à travailler votre étude de marché et aussi votre business plan, vous savez, enfin vous voyez quand je vous dis ça que tous ces blocs-là, on les retrouve à un endroit dans le business plan. Donc finalement, ça permet aussi de mieux structurer votre idée de départ. Et comme le disait Paul, c'est la première étape. Et ensuite, il va s'agir de vérifier que le modèle économique que vous avez imaginé est viable en faisant votre étude de marché. Donc, est-ce qu'il est... Alors, pourquoi faire une étude de marché? Alors, déjà, l'étude de marché permet de vérifier la viabilité économique de votre projet. Qu'il y a un marché, qu'il y a une clientèle et que vous pouvez développer votre activité sereinement. L'étude de marché, ça vous sert aussi à faire des choix. Des choix sur votre positionnement, votre offre, vos tarifs, vos moyens de communication, vos moyens de distribution. Aussi la manière dont vous allez pouvoir mettre en œuvre votre projet. Ça va aussi vous permettre d'avoir un prévisionnel réaliste. La qualité d'un prévisionnel, donc le prévisionnel financier, c'est ce qui va vous permettre de vérifier la viabilité financière de votre projet. Eh bien, la qualité du prévisionnel financier dépend principalement de la qualité du dossier commercial et de l'étude de marché que vous avez réalisée. Je vous donne peut-être deux exemples. Ça peut être par exemple la saisonnalité. Il y a des activités qui sont soumises à saisonnalité. Et c'est quand vous faites une étude de marché, vous vous intéressez à la saisonnalité. Par exemple, j'avais accompagné une entreprise, une boutique qui vend des jeux de société. Et en faisant son étude de marché, il s'est aperçu que 60% de son chiffre d'affaires annuel était réalisé sur les 3 derniers mois de l'année. Et 30% de son chiffre d'affaires annuel uniquement sur le mois de décembre. Donc ça, c'est vraiment une information capitale quand on veut se lancer sur cette activité, parce que ça permet aussi de savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour se lancer. Un autre exemple, ça va être le calcul du chiffre d'affaires prévisionnel. Quand je veux calculer mon chiffre d'affaires prévisionnel, j'utilise plusieurs méthodes. Notamment, une des méthodes, ça va être l'analyse comparative. Je vais comparer mon activité avec d'autres activités des concurrents. Donc, je vais pouvoir aller récupérer sur des sites type société.com, papers.fr, des bilans d'entreprises qui sont à peu près situées sur le même secteur dans la même zone géographique que là où je souhaite m'implanter. Ça va être aussi des entreprises qui ont le même secteur d'activité, bien évidemment, et puis la même taille d'entreprise. Et donc, je vais comparer avec ces différentes entreprises qui existent réellement, le chiffre d'affaires que ces entreprises réalisent, et moi, ce que je vais pouvoir réaliser en tenant compte, bien évidemment, que moi, je débute, et ces entreprises-là existent depuis quelques années. Et puis, je vais pouvoir aussi comparer mon activité avec mon secteur d'activité, le chiffre d'affaires que je peux faire avec des ratios de gestion. Il existe des ratios de gestion que je peux consulter. Donc, ce sont des moyennes en fonction de secteur d'activité. On appelle ça des codes APE. C'est un code qui représente l'activité d'une entreprise. Et donc, je vais savoir que sur, par exemple, 50 entreprises, le chiffre d'affaires moyen, ça va être 60 000 euros. Et donc là, je vais pouvoir, en utilisant ces différentes méthodes, être dans quelque chose, être dans une prévision plutôt réaliste de mon chiffre d'affaires. Donc ça, c'est l'analyse comparative. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres méthodes, type l'analyse déclarative. Et bien là, il va plutôt s'agir de réaliser une enquête auprès de ma clientèle. Imaginez, je veux ouvrir un food truck dans une zone d'activité. Je vais distribuer des questionnaires à toutes les sociétés qui se trouvent dans ma zone de chalandise, dans l'endroit où je peux trouver mes clients. Et je vais essayer
je vais leur demander, je vais essayer de comprendre leurs habitudes de consommation, où est-ce qu'ils mangent le midi, la fréquence d'achat, le panier moyen, et en croisant toutes ces informations-là, je vais arriver à quelque chose de cohérent. Et donc c'est ça l'idée, hein. C'est vraiment, là je vous ai donné 2 exemples, le calcul du chiffre d'affaires, la saisonnalité, il en existe d'autres, mais il faut vraiment faire son étude de marché pour avoir un prévisionnel financier cohérent, ça c'est vraiment important. Et puis pour terminer, faire son étude de marché, ça vous apporte de la crédibilité. Si vous demandez un financement et que le banquier, par exemple, vous demande des informations sur votre clientèle, sur votre concurrence, et que vous n'avez pas fait d'études de marché, vous allez perdre en crédibilité auprès de financeurs, mais ça peut être aussi auprès d'associés ou d'autres. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il est vraiment important de faire une étude de marché. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'utilité de l'étude de marché. Ça permet aussi de prendre du recul sur son projet. Et souvent, le porteur de projet est omnibulé par son projet, ne voit que ça, et a besoin souvent de prendre du recul sur son projet et de se rendre compte de ce qui se passe ailleurs. Donc c'est la prochaine étape, c'est l'analyse du marché au niveau global. Souvent, on commence par analyser la taille du marché. Donc on parlait par exemple du milieu de la restauration. Est-ce que c'est un marché qui actuellement est en croissance ou en décroissance? Combien ça représente au niveau national, départemental ou autre comme chiffre d'affaires? Quelle est la croissance du marché? Est-ce que c'est quelque chose qui évolue beaucoup? Est-ce que je suis dans une tendance à la hausse ou à la baisse? Quelle est la nature du marché? Est-ce que ce marché-là est naturellement divisé en plusieurs segments? Quelles sont les contraintes liées à ce marché? Donc ensuite, ça c'est vraiment au niveau général. Je reprends l'exemple de la restauration. Les contraintes sont par exemple des normes ou des formations à avoir pour par exemple vendre de l'alcool ou au niveau hygiène. C'est des formations obligatoires. C'est des contraintes. Et ensuite, vous avez aussi au niveau global des parties prenantes au niveau de vos projets. Peu importe votre projet, vous allez toujours être confronté à des actionnaires éventuellement. Vous allez forcément créer une société, que ce soit une micro-entreprise, une SASU, peu importe le statut, vous allez toujours créer une structure juridique. Vous avez de fortes chances de faire appel à une banque, soit pour financer un projet, mais aussi ça peut être juste pour avoir un terminal de paiement, ça peut être pour faire appel à plusieurs services qu'une banque peut proposer, simplement ouvrir un compte professionnel. Il y a de fortes chances que vous fassiez appel à des fournisseurs, que ce soit pour de l'achat-revente, pour une activité de service, même si on a un service 100% digital et qu'on est graphiste en ligne, PrestaShop, par exemple, qui est un logiciel, peut être une forme de fournisseur pour son projet. L'État, forcément, a toujours une place dans vos projets, que ce soit pour les cotisations sociales que vous allez payer, les règles qui sont mises en place par rapport à votre domaine d'activité, etc. Les clients, ne sous-estimez jamais le client, c'est un élément aussi central par rapport à un projet. À chaque fois, quand on vient nous voir en rendez-vous, on nous pose des questions sur qu'est-ce que vous en pensez par rapport au prix? Est-ce que vous pensez que mon prix est suffisamment élevé ou pas? Ou est-ce que je suis trop cher? Le mieux placé pour savoir si votre prix est bon, c'est le client. Le client est la meilleure manière de tester, ou en tout cas un client potentiel est la meilleure manière de tester votre projet. C'est lui qui est le mieux placé pour vous donner un vrai ressenti sur le prix, sur la qualité du service. Sur le prix aussi, si je peux me permettre de compléter, il y a aussi des méthodes pour calculer le prix. Il y a 3 méthodes. C'est regarder le coût de revient, et forcément, il faut calculer le coût de revient et proposer un prix supérieur à votre coût de revient pour que vous puissiez avoir une marge. La concurrence aussi, est-ce que vous avez une offre supérieure, égale ou inférieure à vos concurrents? Et si vous avez une offre supérieure, logiquement, vous devriez avoir un tarif supérieur. Et puis la 3e méthode, c'est le calcul du prix psychologique. Le prix psychologique, c'est le prix que vos clients sont prêts à payer, et c'est ce que tu disais, Paul. Et si les clients sont prêts à payer plus cher un produit ou un service, il faut pas hésiter non plus, il ne faut pas avoir de scrupules à proposer un prix qui est un petit peu supérieur, parce que vous savez que pour certains clients, le prix est un indicateur de la qualité du produit ou du service. Et ça peut être aussi dissuasif pour un client d'avoir un prix faible. Si je veux acheter par exemple un ordinateur performant pour faire du jeu vidéo, le réflexe que je vais avoir en tant que client, c'est aller dans les ordinateurs qui ont une certaine tranche de prix, et je ne vais pas regarder les premiers prix. Et pour autant, je peux peut-être retrouver des ordinateurs qui sont performants
à des prix qui sont plutôt faibles. Donc il y a une méthode pour calculer le prix psychologique. C'est réunir en fait un panel de clients qui représente votre segment de clients et faire tester votre produit et votre service et leur poser deux questions. Première question, en dessous de quel prix pensez-vous que mon produit ou mon service est de mauvaise qualité? Deuxième question, au-dessus de quel prix pensez-vous que mon produit ou mon service est trop cher? Et ça va vous donner une fourchette qui va correspondre au prix psychologique de votre client. Voilà, c'est pour compléter. Totalement. Donc par rapport à ça, il y a plusieurs outils qui peuvent être utiles. Les syndicats professionnels, par exemple, il y a énormément de syndicats dans énormément de branches d'activité et c'est les mieux placés pour avoir des données sur votre domaine d'activité. Un exemple, par exemple, sur le textile, il y a des syndicats, il y a plusieurs différents syndicats dans le textile. Je veux créer une marque de vêtements. Ce syndicat peut m'aider aussi à connaître tous les acteurs qu'il y a autour de chez moi dans ce domaine d'activité-là. Donc, sachez que au-delà de la CCI qui est aussi là pour vous aider pour créer votre entreprise, il y a d'autres acteurs spécialisés dans un domaine d'activité qui peuvent vous aider sur vos problématiques. Il y a aussi les dossiers projecteurs BPI. Donc ça, c'est des études qui sont faites par la BPI pour... c'est des études de marché un peu préconçues de manière plus globale sur les tendances actuelles, les projets qui se font en ce moment. Il y a d'autres outils qui existent. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais c'est aussi en creusant qu'on se rend compte de tout l'univers qu'il y a autour de son projet et de tous les acteurs qui existent. Et le but de l'étude de marché, c'est justement parfois de se perdre, de se rendre compte de l'immensité du secteur et de bien s'entourer aussi avec les acteurs adaptés à son milieu. Et alors, comme vous pouvez le voir hein, sur cette slide, vous avez un petit bloc bleu outils. Pour chaque slide qu'on va vous défiler, vous aurez justement une liste des outils et en ligne, vous pourrez les retrouver voilà, pour travailler votre étude de marché. Donc une fois qu'on a fait l'analyse globale du marché, on va analyser l'environnement. Donc pour ça, il y a une méthode qui s'appelle la méthode PESTEL, politique, économique, socio-culturelle, technologique, écologique et légale. Donc le but de l'étude PESTEL, c'est de voir les acteurs et les enjeux qu'il y a autour de ce projet-là. Les enjeux politiques, que ce soit au niveau local, une commune qui a un besoin particulier. Par exemple, je veux créer une boutique ou une boulangerie dans une commune où il y a peu d'habitants. Je sais que politiquement, ce projet sera écouté par une mairie, par exemple. Il y a de fortes chances. Donc c'est important d'analyser ce qui se passe au niveau politique, au niveau économique aussi. Je reprends l'exemple de la boulangerie. C'est un milieu qui a parfois connu des difficultés au niveau de l'augmentation d'un coût du prix de l'électricité et le prix du blé. Donc le côté économique au niveau global, au niveau de votre domaine d'activité, est important à analyser. Comment je vais pouvoir anticiper par la suite des difficultés qui ont pu avoir lieu dans mon domaine d'activité. Ensuite, analyser le comportement socioculturel lié à mon projet, donc par rapport à ma cible, quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qu'il recherche, est-ce qu'il y a des générations qui sont plus intéressées par ce projet, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus intéressés par ce projet. C'est des choses à analyser pour mieux connaître les personnes qui vont être susceptibles d'acheter votre produit ou votre service. Et la partie socioculturelle, c'est aussi les modes, les tendances, les peurs. Voilà, c'est. Non, je te laisse compléter, mais je te laisse terminer, mais effectivement, juste pour dire que il y a l'impact de l'environnement global et comme tu donnais en exemple, plutôt aussi local. Donc il faut tenir compte des deux, hein, le local et le global. Et bon, par exemple, pour ce qui est de la partie économique. Si on regarde au niveau global, il y a un impact, il peut y avoir un impact de cette partie de l'environnement sur l'augmentation, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, tout ça, ça engendre forcément des changements de comportement chez les consommateurs et il faut en tenir compte pour le projet que vous souhaitez mettre en œuvre parce que ça peut ou non avoir un impact, mais en tout cas, il faut l'étudier. Le but de l'étude du marché, comme je vous disais, c'est aussi de prendre du recul sur son projet et de regarder ce qui fonctionne pas actuellement sur son marché ou lié à son projet. La technologie a aussi un rôle important à jouer là-dedans. On peut faire des découvertes technologiques qui vont être utiles ou non par rapport à un projet. On pense beaucoup à l'IA, par exemple, en ce moment, c'est un gros sujet. En quoi l'IA peut m'aider par rapport à mon projet, mais aussi plein d'autres technologies. Donc c'est hyper important d'analyser aujourd'hui ce qui fonctionne pas,
parce que j'insiste là-dessus, mais le fait de réfléchir avant de se lancer, sonder vraiment et fouiller tout ce qu'on peut fouiller lié à son projet avant de se lancer, c'est mieux de le faire avant, parce qu'une fois que vous avez la tête dans le guidon, vous n'avez pas le temps de vous mettre à jour, de rechercher, vous avez beaucoup moins de temps et de disponibilité pour ça, et l'étude de marché permet aussi de prendre du recul sur son projet en fouillant au maximum et en prenant du recul sur tout ça. Ensuite, l'environnement et l'écologie, c'est forcément quelque chose à prendre en compte, dans le sens où quand on lance son projet, pareil, si on peut partir sur des bases liées à l'environnement, c'est un gros plus. C'est un plus aussi au niveau de la clientèle, parce que de plus en plus de clients sont susceptibles de faire appel à votre entreprise, même si elle est un peu plus chère et qu'elle est plus éco-friendly. L'entreprise a plus de chances de tenir dans le temps. Ça fait partie des tendances à prendre en compte aujourd'hui. Et au niveau légal, forcément, la légalité du projet est à prendre en compte. Ça paraît évident, mais c'est important de se poser la question avant de se lancer. Quelle est la législation? Quel contrat je dois vérifier? Quel type de bail si je dois reprendre un commerce, etc. Sur la partie clientèle, ensuite, bon, ça c'est aussi un point très important, c'est votre client. Ce projet, vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi et surtout pour vos clients. Il faut qu'ils soient intéressés par votre offre et il faut aussi qu'ils soient suffisamment nombreux pour pouvoir développer votre activité. On vous a mis là un ensemble de questions importantes qu'il faut se poser quand on s'intéresse à la clientèle. Alors, je vais vous les citer. Le nombre de clients potentiels, c'est aussi quand vous faites une enquête, ce qui peut vous permettre d'avoir une idée de votre chiffre d'affaires prévisionnel. Qui sont mes clients? Et c'est important aussi, comme je vous le disais, de segmenter votre clientèle, de savoir qui ils sont, et de créer des groupes homogènes de clients avec les mêmes caractéristiques. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des CS+? Quelles sont leurs habitudes d'achat? Bon, voilà, tout ça, ça peut former un ensemble de groupes homogènes de critères. Après, il y en a plein. Hein. Je ne peux pas tous vous les dire ici. Quel est le panier moyen aussi? Le prix psychologique, ça on l'a vu. La fréquence d'achat. Est-ce que c'est un achat unique ou est-ce qu'il y a de la récurrence d'achat? Quels sont leurs besoins? Quels sont leurs critères d'achat? Qui sont les prescripteurs? Quand est-ce qu'ils achètent? Est-ce que c'est en semaine? Est-ce que c'est le week-end? Est-ce que c'est le soir? Etc. Quels sont les freins à l'achat? Et où sont mes clients? Voilà, c'est vraiment les principales questions qu'il faut se poser. Vous avez sur la droite des outils qui existent, donc notamment la carte d'empathie, comme son nom l'indique, c'est une matrice pour vous mettre à la place de vos clients et pour pouvoir vous mettre à la place de vos clients et vous poser, faire preuve d'empathie et pour savoir vraiment qui sont vos clients. Il y a les enquêtes aussi. Bon, il y a des enquêtes des outils qui existent type Google Form. Et une enquête peut être une enquête sous forme qualitative ou sous forme quantitative. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une enquête qualitative, là, vous allez plus vous intéresser au comportement, aux opinions, aux motivations d'achat, par exemple. Et si vous êtes plutôt sur une enquête qualitative, et d'ailleurs les deux se complètent, hein, là, vous allez plutôt rechercher des statistiques, des chiffres. Et ce sont des informations qui vont permettre de généraliser. Voilà, donc ce sont vraiment les deux formes d'enquête que vous pouvez retrouver. Autrement, vous avez Google Forms, je vous en ai parlé. Si vous avez une clientèle de professionnels, vous avez un site qui existe aussi, qui s'appelle l'annuaire des entreprises françaises, sur lequel vous retrouvez donc toutes les entreprises avec un outil qui inclut un moteur de recherche. Donc vous pouvez aussi sélectionner les entreprises par activité, par code APE, par statut juridique, par nombre de salariés. Donc il y a tout un ensemble de choses. Donc que ce soit pour une clientèle de professionnels ou même pour des fournisseurs aussi, c'est un outil que vous pouvez utiliser. Voilà. Donc. Ensuite, il va s'agir de s'intéresser à la concurrence,
puisque vous allez évoluer dans un environnement concurrentiel. S'il n'y a pas d'environnement concurrentiel, il faut se poser la question pourquoi, hein. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de marché. Et là encore, vous avez un ensemble de questions importantes à se poser. Il est de bonne pratique en fait de faire ce qu'on appelle un benchmark, c'est-à-dire vous listez l'ensemble de vos concurrents directs et vos concurrents indirects et vous essayez de répondre à toutes ces questions. Alors qu'est-ce qu'un concurrent direct et indirect? Un concurrent direct, c'est une entreprise qui propose la même offre et qui répond aux mêmes besoins. Un concurrent indirect, c'est une entreprise qui propose une offre différente mais qui répond aux mêmes besoins. Donc il faut en tenir compte, hein. Parce que si je reprends l'exemple de tout à l'heure sur mon food truck dans une zone d'activité artisanale, si je m'intéresse à la concurrence directe, je vais regarder s'il y a des food trucks autour, je vais regarder s'il y a des restaurants aussi autour. Mais en concurrence indirecte, ça peut être par exemple une épicerie qui vend des sandwichs triangles. Et pour le coup, c'est un concurrent indirect, c'est une offre différente, mais ça répond aux mêmes besoins de manger le midi. Et forcément, cette épicerie me prend des parts de marché. Donc il faut en tenir compte dans l'étude. S'intéresser à la concurrence, c'est comprendre un marché, comprendre un secteur d'activité, les bonnes pratiques, les opportunités, les menaces aussi. Et c'est aussi pouvoir se différencier de la concurrence. Parce que si vous arrivez en proposant une offre qui est identique à celle des concurrents, que vous proposez le même produit, au même prix, avec les mêmes moyens de communication et les mêmes moyens de distribution que vos concurrents, eh bien vous allez avoir du mal à leur prendre des parts de marché, eux qui sont là depuis déjà des années. Donc il faut pouvoir essayer d'identifier, comprendre qui sont vos concurrents. Et est-ce qu'il n'y a pas des petites choses à faire dans la structuration de votre offre pour aller leur prendre des parts de marché? Peut-être vous orienter vers d'autres segments de clients, ou ça peut être, en proposant une offre un petit peu différente et en essayant aussi peut-être d'analyser là où vos concurrents ont quelques faiblesses pour pouvoir compenser ces faiblesses via votre offre. Donc ça sert à ça aussi, une étude de la concurrence, c'est pouvoir vous différencier de cette concurrence et leur prendre des parts de marché. Faites attention aussi à la menace des nouveaux entrants. On a vu plein de secteurs d'activité où la menace des nouveaux entrants était relativement faible. Et très rapidement, on est passé d'un marché porteur à un marché saturé. Et vous en avez, j'en suis sûr, des exemples en tête. Moi, celui que j'ai, c'est les cigarettes électroniques, hein. Vous avez tous vu ce qui s'est passé avec ce secteur d'activité. Les premiers qui se sont lancés ont réussi à capter toute la clientèle parce que la demande était bien supérieure à l'offre, mais très rapidement, étant donné qu'il y avait très peu de contraintes réglementaires et financières à l'entrée, on s'est retrouvé en l'espace de quelques mois avec 1, 2, 3, 4, 5 boutiques de cigarettes électroniques dans la même rue. Et donc ça peut être compliqué quand il y a des freins à l'entrée pour celui qui veut se lancer, mais c'est aussi une manière derrière de limiter la concurrence. Donc il faut faire attention à ça aussi avec les nouveaux produits, les nouveaux services, parce que très rapidement, on peut se retrouver avec un marché saturé. Et quand il y a un marché saturé, il y a un écrémage. Donc il y a des acteurs qui disparaissent. La question aussi, quand on fait une étude de marché, le but de l'étude de marché, c'est de répondre à la question aussi où est-ce que je vais m'implanter. L'étude d'implantation fait partie de l'étude de marché dans le sens où, si on veut s'implanter sur Redon, Saint-Malo ou Rennes, le marché n'est pas le même. Et la localisation, alors forcément, ça dépend du produit qu'on vend, du service qu'on vend. Si on vend quelque chose en ligne, l'implantation a une moindre importance. Mais l'implantation fait partie de l'étude de marché dans le sens où, en fonction de là où j'ai prévu de m'implanter, j'aurai différents concurrents. On reprend l'exemple d'un restaurant. Par exemple, les restaurants, c'est une concurrence beaucoup plus géographique que pour une autre activité. Donc l'étude d'implantation, c'est comment rester proche de sa clientèle en fonction du marché que j'ai en tête, que je veux cibler, comment je vais pouvoir atteindre cette cible. Est-ce que j'ai besoin d'être en centre-ville pour atteindre cette cible ou est-ce qu'en étant dans une zone d'activité un peu plus excentrée, je peux l'atteindre aussi? Est-ce que la concurrence est plus présente dans ce quartier que à l'extérieur de la ville? C'est des choses à vérifier aussi. Ça permet d'avoir de la visibilité aussi parce que quand on étudie la concurrence, on étudie souvent au niveau géographique. Bien sûr, encore une fois, ça dépend du type d'activité, mais la plupart du temps, on étudie au niveau géographique. Dans un rayon de 30 km, combien j'ai de concurrents directs, combien j'ai de concurrents indirects. Et l'étude d'implantation est totalement primordiale dans une activité comme celle-ci, puisque c'est aussi une force ou une faiblesse en fonction du taux de passage devant ma boutique, quel nombre de personnes,
quel est le nombre de personnes qui peuvent entrer dans ma boutique. C'est des choses à essayer d'analyser dès le début avant de se lancer pour, encore une fois, avoir une idée du taux de fréquentation dans sa boutique, du nombre de paniers que je peux vendre, etc. Donc par rapport à ça, il y a plusieurs outils aussi qui existent sur l'INSEE, sur Smappen, Citisia, Google et d'autres aussi qui existent. Ces différents sites-là, en fait, prennent... Alors, l'INSEE a des données, a toutes les données généralement, mais elles ne sont pas forcément très visuelles. Sur Smappen et Citisia, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est pas forcément très ergonomique. Et Citisia comme Smappen, ce sont des outils pour mettre en forme un peu toutes ces données. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile de comprendre tout ça. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ces outils-là, c'est que une fois que vous avez segmenté votre clientèle, et ben, grâce à ces outils-là, vous pouvez analyser dans une zone donnée si vous retrouvez justement cette clientèle ou pas. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Smappen, c'est intéressant aussi parce qu'à l'inverse de Citisia, alors Citisia, ça fonctionne par commune ou département. Smappen, ça va fonctionner par distance, par nombre de kilomètres et temps parcouru. Alors parfois, on peut avoir une activité à cheval entre 3 communes. Et donc ça permet justement, si on se dit, bah voilà, ma zone de chalandise, c'est 30 minutes, 30 minutes en voiture, et bah de tracer vraiment cette zone-là et de retrouver dans cette zone toutes les informations que vous recherchez sur la population. Le nombre d'habitants, etc. Donc observer, se rendre compte de la taille du marché, de son comportement, des segments, tout ça, c'est une bonne chose, mais le but après, c'est de prendre des décisions, de mettre en place des stratégies. Donc à partir de l'analyse qu'on a faite et de ce qu'on a pu observer, on va prendre aussi du recul sur soi-même et faire ce qu'on appelle un SWOT. Donc SWOT pour Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. Et donc force, faiblesse, menace, opportunité. L'idée, c'est de comparer son projet avec l'environnement qui nous entoure. Donc, en interne, pour les forces, donc c'est les forces internes à son projet. La première force, c'est vous l'acteur de votre projet. Vous êtes la force numéro 1 du projet. Dans les autres forces qu'on peut retrouver dans son projet, c'est la connaissance. Voilà, je veux ouvrir un restaurant. Ça fait 20 ans que je travaille en restauration. Mon expérience est une force par rapport à mon projet. Mon apport, Le réseau aussi, par exemple. Le local que j'ai trouvé qui est très bien implanté et qui est dans une rue très passante, etc., c'est une force parce que je sais que je vais pouvoir compter là-dessus pour avoir une fréquentation régulière. Dans les menaces, ça peut être à l'inverse. Voilà, j'ai peu d'apport pour ce projet. J'ai des concurrents qui sont très proches de moi et j'ai du mal à me différencier parce que mon offre est très proche d'eux. Chaque projet est différent, donc chaque chose à mettre dans ces cases-là est différente, mais quelles sont les menaces aujourd'hui et demain qui peuvent arriver liées à mon projet. En externe, il y a les opportunités. Voilà, je vois que le marché est en forte progression. Il y a peu de concurrents qui s'implantent sur ce marché-là. C'est une opportunité liée à mon projet. Les menaces, à l'inverse, quand on parlait par exemple des nouveaux entrants sur le marché, ça peut être une menace. Une menace, ça peut être aussi un changement de réglementation. Sur différentes activités, la réglementation peut beaucoup changer et impacter fortement une activité particulière. Conclusion, alors juste pour compléter là-dessus, effectivement, ce SWOT, c'est la conclusion de votre étude de marché. L'idée, c'est pas de remettre tout ce que vous avez vu dans votre étude de marché, mais vraiment d'indiquer les principales forces, faiblesses internes à l'entreprise, menaces, opportunités externes à l'entreprise. C'est vraiment la synthèse. L'idée aussi de ce tableau-là, c'est d'expliquer comment vous allez pouvoir vous appuyer sur vos forces, compenser vos faiblesses, prévenir les menaces et saisir les opportunités. C'est pas le tout de faire le constat de ces forces, faiblesses, menaces et opportunités. Il faut expliquer derrière ce que vous allez faire. Et est-ce qu'il est de bonne pratique d'expliquer, de présenter ce tableau-là à un banquier, de parler de ses faiblesses et de parler aussi des menaces qui pèsent sur l'activité? Je pense que oui. Parce que vous êtes lucide sur l'activité. Si vous pensez que tout est parfait, que vous n'avez aucune faiblesse et qu'il n'y a aucune menace qui pèse sur l'activité, je pense que le banquier peut penser que vous allez vous manquer un peu de lucidité ou que vous n'avez pas fait votre étude de marché. Donc c'est bien de faire le constat de ces faiblesses et aussi des menaces qui pèsent sur l'activité. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'expliquer comment vous allez faire pour compenser les faiblesses et prévenir les menaces. Avant la conclusion, c'est vrai que ça c'est la conclusion de l'étude de marché, mais par la suite, le dossier commercial n'est pas terminé.
vous avez défini votre modèle économique, vous avez imaginé un modèle économique, vous avez réalisé une étude de marché pour valider ou modifier votre modèle économique. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, de faire votre étude de marché, il va s'agir ensuite de définir votre stratégie et d'expliquer concrètement ce que vous allez faire. Quelle sera votre offre, quels seront vos moyens de communication, quels seront vos moyens de distribution et quels seront vos tarifs. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le mix marketing. Voilà. C'est la conclusion, en fait, c'est la déclinaison de votre stratégie et de votre étude de marché. Et on va donc conclure l'atelier. Je ne sais pas au niveau du timing comment on est. Ouais, on est bien. Donc l'étude de marché, c'est quand même une étape incontournable. Alors qu'elle soit formalisée ou non, elle est quand même incontournable dans un projet de création de reprise d'entreprise. Elle est indispensable si vous sollicitez un financement, puisque c'est une partie du business plan. Mais elle est aussi indispensable, peut-être pas formalisée de la même manière que si vous demandez un financement, mais elle est indispensable aussi si vous ne sollicitez pas de financement, parce que c'est aussi ce qui va vous permettre d'avoir une offre qui a potentiellement plus de chances de se développer, et une offre qui va pouvoir trouver sa clientèle avec des tarifs adaptés, des moyens de communication adaptés, des moyens de distribution, et puis derrière de la visibilité aussi sur la suite de votre projet. Voilà. Donc tu veux compléter là-dessus ? Un point aussi, souvent quand on accompagne un porteur de projet, au début on a plein d'idées, on est nouveau dans ce marché-là, et puis après, comme je vous dis, on a la tête dans le guidon, on est dans son projet, et le fait de faire une étude de marché, de noter toutes ces idées et le constat qu'on a fait sur le marché, sur la concurrence, sur tout ça, en fait, le relire 6 mois ou 2 ans ou 3 ans après avoir créé son entreprise, ça permet aussi de prendre du recul, se dire « Ah, en fait, j'ai pensé à ça, je m'étais dit que j'allais cibler ma clientèle ou communiquer de cette manière-là, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. » Ou bien aussi de se dire « Tiens, je traverse un moment difficile, j'avais noté tous ces leviers de communication-là, j'avais développé toute cette stratégie-là, ça fait 6 mois que je suis lancé, j'ai des clients certes, mais là, en ce moment, j'en ai beaucoup moins. Et je relis un peu mon étude de marché, je relis toute la stratégie que j'avais prévu de mettre en place. Et parfois, on n'a pas le temps de l'appliquer parce que au début, ça s'est lancé très rapidement, on traverse un moment plus compliqué. Et on va relire son étude de marché et appliquer ce qu'on n'avait pas eu le temps encore d'appliquer. Donc ça permet de prendre du recul aussi, après être lancé, et de se dire, cette idée-là, c'était une super bonne idée, il faut que je la lance, j'ai pas encore eu le temps. Et donc là, vous avez pu assister à un atelier de sensibilisation, une introduction à l'étude de marché. Mais sachez que donc, à la CCI, on propose des accompagnements individuels. C'est justement sur la réalisation, la formalisation du business plan. Et aussi, on peut vous accompagner sur l'étude de marché. Donc, peut-être que je ne sais pas s'il nous reste du temps pour répondre aux questions. Il nous reste 5 minutes si vous avez des questions comme ça à poser maintenant. Et autrement, on est sur le stand de la CCI, on peut répondre à vos questions. Et si vous recherchez un accompagnement ou même de la formation, parce qu'on propose également des formations, n'hésitez pas à venir nous voir pour en discuter de votre projet ou discuter aussi des possibilités d'accompagnement ou de formation. Donc on vous remercie beaucoup pour votre présence et votre attention. Et puis on reste disponible pour la suite si vous avez des questions. Donc merci et bon salon.